Patrice Allègre, l'un des pires tueurs en série français. Avec sa tête de beau gosse et ses yeux clairs, il n'avait pas de difficulté à séduire les filles. Mais ce qu'il voulait, c'est leur faire mal. Avec une cruauté insoutenable, il a violé, tué, il a agressé 6 femmes. 6 au moins, diront certains. Persuadé que l'homme était tellement pervers qu'il ne pouvait pas s'être arrêté là. Et la rumeur folle a embrasé Toulouse. Elle a sali, fait vaciller la carrière de 25 magistrats et celle d'un homme politique de premier plan, Dominique Baudis, l'ex-député maire de Toulouse. Une affaire dans l'affaire, celle d'une rumeur qui s'est nourrie des erreurs de la police, de la gendarmerie, de la justice et de la presse. On va aménager un couloir, s'il vous plaît, pour les témoins, les parties civiles, les personnes convoquées. Attendez, par là. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Garde, faites entrer l'accusé. Oh mon Dieu. Patrice Allègre. Sa traque a commencé en juillet 97 à Foix, dans l'Ariège. Quand un homme a appelé les gendarmes, sa sœur avait disparu depuis une dizaine de jours. Mireille Normand devait participer à une réunion de famille. Cette réunion auquel elle ne s'est pas rendue. Donc son frère s'est inquiété, il n'avait pas de nouvelles, personne ne répondait au téléphone. Un jour, quelqu'un a fini par répondre. Et à ce moment-là, il tombe sur un homme qui lui répond en quelques mots qu'elle n'est pas là et dit qu'il s'appelle Franck. Franck, c'est qui ce Franck? Pourquoi Mireille ne répond-elle pas? Son frère n'y tient plus, il prend la route. 700 km pour rejoindre sa sœur. Et il entre dans le chalet, il constate qu'il n'y a rien, il n'y a pas de dégâts, il y a quelques objets qui ont été volés, style magnétoscope, télévision, mais son sac, ses vêtements sont là, son sac de voyage est là. Visiblement, Mireille avait préparé ses affaires pour aller retrouver sa famille. Son frère fait le tour de la maison. Et là, à l'arrière du chalet, il y a le reste d'un feu et il découvre la boucle d'un ceinturon. Et sur le côté, il y a une partie de terre meuble, fraîchement remuée en tout cas. Il émet l'hypothèse que ça pourrait ressembler à une tombe. Quand les gendarmes arrivent sur place, le frère de Mireille est terrifié. En se penchant, il y a comme du gaz qui remonte. On voit une effluve de gaz avec des petits moucherons qui tournent. Les gendarmes creusent sur 80 cm. On touche quelque chose de meuble et en grattant un peu plus, on s'aperçoit qu'il y a un tissu qui est enfoui. Je vais dans ce trou et en écartant le tissu, je m'aperçois qu'il y a des cheveux. Les cheveux, puis le corps de Mireille Normand. On a Mireille Normand qui est dévêtue, qui est ligotée par 3 liens, par 3 cordes, et qu'elle est bâillonnée. Les légistes travaillent sur un cadavre en état de putréfaction. La mort remonte à environ 3 semaines. Mireille Normand a été étranglée. Pendant ce temps-là, les gendarmes s'occupent de la maison.
On trouve sur le sol des taches de peinture bleue qui maculent, qui dissimulent des taches de sang. On a des zones sur le plancher qui ont été poncées et d'autres zones qui ont été lavées. Dans la cuisine, un papier a été posé, bien en évidence. Sur une table, on a un mot manuscrit qui laisse penser qu'un certain Franck, puisqu'il est signé Franck, a quitté les lieux. Tu n'es pas là, je m'en vais, signé Franck. Toujours ce Franck. Les amis de Mireille Normand le connaissent. Ils expliquent aux gendarmes qu'elle l'a rencontré dans une soirée. Au cours de cette fête, donc, des relations se nouent entre Mireille Normand et Franck. Et Mireille Normand invite Franck chez elle à partir du 16 juin. Franck aurait donc passé quelques jours chez Mireille. Ils ont beaucoup bu et fumé ensemble. De par une photo prise lors de cette fête, on obtient donc son visage, une photographie où il est vu de profil. En remontant la chaîne de témoins, on arrive à entendre deux jeunes femmes sur Foix, dont l'une à qui on présente la photo de Franck le reconnaît, mais dit qu'elle le connaît sous le prénom de Patrice et qu'il était de la région toulousaine. Franck, ou plutôt Patrice, vient souvent à Foix pour acheter de l'herbe à des marginaux. Les gendarmes examinent les derniers délits recensés dans le coin et ils s'arrêtent sur une banale affaire d'ivresse. Un certain Richard Robert avait été interpellé quelques semaines plus tôt suite à une affaire de violence. Richard Robert est placé en dégrisement quelques heures et après ces quelques heures de dégrisement, il est remis en liberté sur décision de l'autorité judiciaire. Donc on est dans une très petite ville de province où finalement on a une population de marginaux qui est sous contrôle. Les policiers les repèrent assez facilement. Ils pensent que le lendemain ils le retrouveront et ils disent bon mais demain tu nous portes tes papiers qu'on vérifie tout ça. Mais le lendemain, pas de Richard Robert, ni le surlendemain. 2 jours plus tard, un passant retrouve un permis de conduire par terre. Sur la photo, la tête du fameux Richard Robert que la police attend encore. Mais le permis porte un autre nom, Allègre, Patrice Allègre. En fait, Franck, Patrice, Richard Robert ne font qu'un, un seul et même homme, Patrice Allègre. Michel Roussel, à l'époque, vous êtes adjudant à la SR, la section de recherche de Toulouse. Les gendarmes savent donc que ce Franck s'appelle en réalité Patrice Allègre. Les policiers de Foix l'ont eu entre les mains et ils l'ont laissé partir. C'est dommage. C'est dommage, mais ils ont été abusés par l'attitude de Patrice Allègre, qui est serein, qui donne une fausse identité, et le contrôle donc reste succinct, il passe à travers les mailles du filet. Les gendarmes passent son nom au fichier. Qu'est-ce que ça donne? Il a un casier judiciaire? Il a un petit casier judiciaire pour une agression en 1988, mais rien de fantastique, rien de très interpellant et rien qui ne révèle l'existence ou la personnalité d'un tueur en série. Et à part ces petites condamnations, on trouve autre chose sur Patrice Allègre? Oui, il est recherché pour un viol et pratiquement une tentative d'homicide sur une jeune fille rencontrée à Toulouse, Émilie Espèce. Les soirées arrosées, les boîtes de nuit, les copains, ça ne manque pas à Toulouse. Et à 21 ans, Émilie Espèce aime s'amuser. Ce 21 février 97, la fête se prolonge jusqu'au petit matin, une belle fête, au cours de laquelle Émilie fait une rencontre. Il est sympa, il est beau gosse, il s'appelle Patrice Allègre. On a tout de suite sympathisé. Et comme j'avais une autre soirée le soir même dans la périphérie de Toulouse et que j'avais pas de moyens de locomotion, il m'a proposé de m'emmener. Donc j'ai passé la journée avec lui, super sympa, normal quoi.
Patrice est un fêtard lui aussi. Il m'avait aussi parlé de sa famille, de sa fille, de sa petite fille, donc ça m'avait encore plus mise en confiance. J'étais sans lieu de penser que... Vers minuit, Patrice accompagne Émilie à sa soirée, où elle retrouve toute sa bande de copains. Quand on est arrivé dans cette soirée, lui il est resté au bar, moi j'ai dansé. Et vers 2h du matin, là, je n'avais pas dormi depuis la veille, je commençais à faiblir un peu, je lui ai demandé de me raccompagner. Enfin, de temps en temps, je jetais un œil sur lui au bar, je trouvais qu'il avait l'air plus sombre quand même déjà. Patrice Allègre semble fatigué, mais il tient à la ramener. Je suis montée à l'avant. Et puis, il me semble qu'on s'est perdu. Enfin, on trouvait plus son chemin. Et puis là, je me suis endormie. Quand Émilie se réveille, elle n'est plus à l'avant, mais à l'arrière de la voiture. Et là, je me retrouve la tête sur la banquette, avec des grosses mains qui m'étranglent. Et je me suis dit que c'était terminé, quoi. Enfin, au début, j'ai pas compris, puis après, je me suis dit, bah voilà, hein, c'est la fin. Lui, il avait les yeux exorbités, c'était plus du tout le même, quoi. Et donc là, j'ai essayé de quand même de me débattre. J'ai eu des petits réflexes de défense, donc je lui ai greffé le visage. Et comme lui, ça l'a énervé, il m'a donné des coups de poing. Patrice s'acharne. Émilie est en sang, le visage bien amoché. Elle s'évanouit. Et donc, je me suis réveillée je ne sais pas combien de temps après ça. Et là, je n'avais plus de pantalon, plus de culotte. Lui, il conduisait. Pendant que je suis endormie, il avait dû essayer d'abuser de moi. Émilie hésite. Faire la morte ou discuter? J'ai décidé de parler. Et puis lui, ça l'a peut-être reconnecté dans la réalité. En tout cas, il s'est retourné. Il était surpris quand même. Hein. Très surpris. Parce que finalement, c'était un peu la mort, comme si la mort lui parlait, quoi. Donc je pense que ça l'a remis en phase. Patrice Allègre arrête sa voiture. Il passe à l'arrière et abuse encore d'Émilie. Courageusement, elle maintient le dialogue avec son bourreau. J'ai juste minimisé l'affaire, les choses, quoi. Je lui ai dit que c'était pas grave et pour le mettre un peu comme tout le monde, quoi, comme Monsieur Tout le Monde, pour qu'il redevienne Monsieur Tout le Monde. Donc je lui ai dit que ça arrive à tout le monde. Il m'a dit, tu tiens 10 ans de ma vie entre tes mains. Puis il s'est mis à pleurer. Donc je pense pas que c'était des... Ou alors il est très bon comédien, mais quand même c'était des vraies larmes, hein, il me semble. Donc là j'ai quand même repris espoir. Quand je l'ai vu pleurer, je me suis dit, ça marche, on va y arriver, on va y arriver. Patrice Allègre laisse Émilie tranquille. Il l'amène chez des copains à lui. Moi je me souviens, je vois encore l'image, hein, j'étais dans la salle de bain en train de m'enlever le sang que j'avais sur le visage avec un coton et lui il me regardait comme ça, comment j'ai pu te faire ça, je suis désolée, excuse-moi. Je lui disais que c'était pas grave, c'est pas grave, je vais tout enlever, ça va plus se voir. On allait se coucher dans sa chambre, je me suis allongée tout habillée cette fois-ci à côté de son matelas. Il a fermé la porte à clé quand même et puis il s'est endormi moi aussi. Voilà. Le lendemain matin, Patrice Allègre fuit Toulouse. Émilie Espèce se rend à l'hôpital, choquée, et elle dépose plainte. On ne comprend pas comment on peut avoir passé une journée aussi agréable avec quelqu'un de sympathique et en l'espace d'une minute se retrouver en train de se faire étrangler par un monstre, quoi. Le récit d'Émilie glace les gendarmes, parce que plus elle parle, plus elle leur rappelle une autre affaire,
Une affaire qui date de 7 ans et qu'ils n'ont jamais réussi à élucider. Cette affaire, c'est celle de Laure Martinet, une étudiante de 19 ans. Comme Émilie, elle a été violée et étranglée, mais Laure, elle, est morte. Son meurtre n'a jamais été résolu, mais le gendarme Soukaz qui avait dirigé l'enquête s'était juré de retrouver le tueur. Et à la réflexion, ça pourrait coller avec ce Patrice Allègre. Patrice Allègre en fuite pourrait bien être la personne que je recherche en fait depuis quasiment 7 ans dans le cadre du meurtre de Laure Martinet. Daniel Soukaz convainc facilement le juge de rouvrir le dossier. Patrice Allègre est donc maintenant recherché dans 3 affaires: Mireille Normand, Émilie Espès et Laure Martinet. Michel Roussel, avec le témoignage d'Émilie Espès, votre collègue Daniel Soukaz a immédiatement un flash. Il pense à l'affaire Laure Martinet. C'est quoi cette affaire? Cette jeune femme quitte son compagnon pour regagner de nuit le domicile familial. Elle est prise en stop par son agresseur qui va l'agresser, la violer, l'abandonner dans un fossé. Est-ce qu'il existe des similitudes entre le crime de Laure Martinet et celui de Mireille Normand? Grande violence et violence à caractère sexuel et la durée dans les souffrances infligées. Ça, c'est important. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il y a un lien possible entre Laure Martinet et Patrice Allègre? Est-ce qu'ils ont pu se connaître? Ils se connaissaient, puisqu'ils sont originaires, ils ont été jeunes dans le même village, tout petit village de Saint-Genès-Bellevue, à côté de Toulouse. Ils prenaient le bus scolaire pour descendre sur Toulouse ensemble, donc ils se connaissaient de manière évidente, oui. À l'époque, il y avait eu des empreintes, un ADN? Il y a un ADN auteur, X inconnu, qui est relevé et qui sera confronté, recherché. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? L'enquête a été large puisque tous les individus mâles de Saint-Genès-Bellevue seront convoqués et comparés, ce qui à l'époque est une première très certainement. Hélas, sauf Allègre. Patrice, puisque son frère fera l'objet de comparaison, mais lui tout simplement partira à l'étranger et les enquêteurs ne réaliseront pas qu'il manque un élément mâle défavorablement connu de tout le monde au niveau de la population qui lui ne sera jamais comparé. Et c'était le seul qu'il fallait comparer. Le juge d'instruction ordonne une comparaison d'ADN. L'empreinte de Patrice Allègre avait été prélevée après le viol d'Émilie Espès. Elle est comparée avec celle qui avait été recueillie autrefois dans le cadre de l'affaire Laure Martinet. Et ça match. Allègre est bien l'homme qui a violé et tué l'étudiante de 19 ans, 7 ans auparavant. Mais il est en fuite. Les gendarmes savent maintenant qu'il traque une bombe à retardement. Il faut le mettre hors d'état de nuire avant qu'il ne recommence. La traque de Patrice Allègre commence. Son entourage est placé sur écoute. C'était silence sur les ondes. Jusqu'au 4 septembre 1997, Patrice Allègre a pris contact à plusieurs reprises avec l'une de ses ex-compagnes. L'appel est passé depuis une cabine téléphonique à Paris, dans le 14e arrondissement. Je sais qu'il est dangereux. Je sais qu'il peut tuer de nouveau à n'importe quel moment. Je passe un coup de fil à la 6e DPJ. Et attention, vous avez un cinglé chez vous, vigilance. Que cherche Allègre? Pourquoi appelle-t-il son ex? Pour se cacher? Pour se venger? Va-t-il s'en prendre à elle? Les policiers du 14e et du 15e arrondissement sont maintenant en alerte. Mais le lendemain matin, ce sont les pompiers qui appellent la 6e DPJ. Ils viennent de maîtriser un incendie dans le 15e arrondissement et au milieu des décombres, ils sont tombés sur un cadavre. Celui d'Isabelle Chichery, une femme de 28 ans. Quand on a vu l'état de la pauvre jeune femme qui était sur la mezzanine, là on a compris que c'était ni un suicide ni un accident.
Elle avait été partiellement brûlée par le souffle de l'explosion et elle avait des traces de sang importantes sur la zone fessière ainsi que sur ses parties intimes. Et sur le lit, on a trouvé un élément plein de sang, bon, qui n'avait pas à se trouver là, qui nous a laissé présager le pire. Les policiers relèvent d'autres indices. On trouve une bouteille de Ricard avec des empreintes digitales impeccables, vraiment de ce qu'il y avait de mieux, ainsi qu'une bouteille de champagne. Les prélèvements partent en analyse. Le commandant Clotilde assiste à l'autopsie. Isabelle Chichery a été étranglée. Cette pauvre fille avait subi des violences sexuelles importantes, dont je préfère pas donner les détails, simplement dire qu'elle a été victime d'actes de barbarie avec un grand B. Voilà. Les policiers retrouvent la meilleure amie d'Isabelle. Elle leur explique qu'un mois plus tôt, elles sont parties toutes les deux en vacances en Espagne. Elles y ont rencontré un homme, un certain Patrice. Quelques jours avant sa mort, Isabelle a repris contact avec lui. Elle l'a hébergé. Valérie nous dit, bon, c'était un Toulousain, bon, un grand, athlétique, beau garçon. Un Toulousain à Paris. Le détail fait tilt tout de suite, ça ne peut être que lui, ce Patrice Allègre, recherché par les gendarmes de Toulouse. Les policiers présentent sa photo aux amis d'Isabelle. Et là, ils reconnaissent formellement l'individu qui est sur la photo comme étant celui qu'elle hébergeait pendant 2 jours. Le Toulousain. Voilà. Le Toulousain. Il a donc encore frappé, à Paris cette fois. Les policiers et les gendarmes sont sur les dents. Grâce aux écoutes, ils savent que l'homme téléphone beaucoup. On dirait même qu'il panique. Il faut faire vite et croiser les doigts. En fait, il commet une erreur. Il appelle l'un de ses proches, lequel proche faisait partie de nos contacts quotidiens. Et on sent à la voix qu'il est un peu aux abois. Allègre appelle à l'aide, il a besoin d'une planque à Paris. Son copain coopère avec les gendarmes. De concert avec nous, fournit à Patrice Allègre une adresse en région parisienne à laquelle Patrice Allègre est censé se mettre à l'abri. Sachant le personnage particulièrement méfiant, il lui est donné un véritable nom, une véritable adresse à Châtenay-Malabry. Le 5 septembre 1997, les gendarmes toulousains foncent à Paris. Pendant que leurs collègues de Versailles se dépêchent vers la Souricière. Quand ils arrivent à Châtenay-Malabry devant l'immeuble qu'ils ont indiqué à Allègre, il est -1. L'homme débarque. Un enquêteur monte avec Patrice Allègre dans l'ascenseur. Patrice Allègre se rend à l'étage où habite l'individu dont il a le nom. Ce dernier est absent. Patrice Allègre redescend et il est interpellé à sa sortie de l'immeuble. Il n'a pas résisté, il était au bout du rouleau. C'était le routard, il était, on le sentait fatigué. La cavale d'Allègre est terminée. Après 8 mois de traque, gendarmes et policiers mettent un terme à sa carrière de tueur en série. 3 meurtres, une tentative d'homicide, 4 viols. Mais les enquêteurs ne connaissent pas encore tout son parcours. La garde à vue de Patrice Allègre commence avec les policiers, puisqu'ils sont en enquête de flagrance dans le cadre du meurtre d'Isabelle Chichery. Face
à face, on a discuté. Le tutoiement s'est installé entre nous. Après, il a fallu venir aux choses sérieuses. Alors, j'ai demandé où il était au mois de juillet, en vacances. Bon, là, évidemment, il n'a pas à répondre. Et petit à petit, je l'ai emmené, j'ai dit, mais t'as été faire un tour chez Chicherie, là, dans le 15e. T'as passé 2 nuits chez elle. Ça n'a pas marché ta combine de mettre le feu. Je lui ai dit, tout était intact. Je lui ai dit, t'es en prendre. Je lui ai dit, elles sont sur une bouteille de Ricard. Et là, il a dit, bon. Allez, il dit, on y va. Et là, il a tout déballé de A jusqu'à Z. Et d'ailleurs, c'était assez impressionnant parce qu'il mettait une précision dans ses déclarations. Il voulait quelque chose de parfait. Patrice Allègre raconte qu'Isabelle l'a accueilli chaleureusement comme un bon copain. Tout s'est bien passé pendant 3 jours, jusqu'à cette 3e et dernière nuit. Elle avait décidé pour cette dernière soirée de lui préparer un dîner un peu particulier, un dîner de gala. Ça a été un dîner au champagne. Isabelle donc s'est mise en tenue pour aller dormir, un t-shirt, un long caleçon, absolument rien de provoquant, ça s'est établi dans le dossier. Et Patrice Allègre allait, elle dormant sur la mezzanine, comme les 2 nuits précédentes, dormir dans le lit qu'il y avait en bas. Et c'est à ce moment-là que Patrice Allègre est monté dans le lit d'Isabelle et a commencé à lui toucher le corps, à l'entreprendre. Et c'est là qu'Isabelle a refusé. Et ce refus, d'une certaine manière, a été son arrêt de mort, puisque Allègre, face à un refus, devient la bête féroce qu'il fut ce soir-là. Là, quand il m'explique le viol, évidemment, la pauvre fille, elle a crié, elle s'est rebellée, et là, il a dit, je l'ai étranglée. Bon, il a cru qu'elle était morte, il a continué de la violer, et il s'est aperçu qu'elle vivait encore. Il a utilisé une carotte de 21 cm pour commettre les actes de barbarie sur Isabelle. Et Isabelle, qui s'est réveillée 2 ou 3 fois, d'après ce qu'on avait réussi à reconstituer, à un moment donné, a perdu la vie. Et il a continué ses actes sur elle, donc il a commis un certain nombre de crimes à la fois sur une femme en vie et puis sur un cadavre. Et une fois tout cela accompli, il est descendu de la mezzanine. C'est un détail sordide. Il a fini la bouteille de champagne qu'elle avait ouverte quelques heures auparavant en son honneur. Et il a trinqué à la santé d'une morte. On est vraiment dans le tréfonds de l'horreur. Quand il me disait, bon, le viol, il avait les yeux qui brillaient, son regard était dans le vague, et il revivait les faits, hein, il revivait. Et à la fin de la réponse, il retombait jusqu'à la prochaine question, et là, il revivait encore les faits. C'était vraiment glacer le dos, hein. Ah oui, oui. Le commandant a les aveux qu'il attendait. Il en a fini avec Patrice Allègre. Il passe la main aux gendarmes de Toulouse qui n'attendent que ça dans les bureaux de la 6e DPJ. C'est à eux de le faire parler, racontait Mireille Normand, Laure Martinet. Moi, je suis dans un état d'esprit d'impatience, puisque j'attends ce moment-là depuis 1990, donc depuis 7 ans. Avec les 3 enquêteurs, on décide de ne pas se présenter et surtout de ne pas dire qu'on est de la région toulousaine. On laisse un flou. Ceci étant dit, l'accent, il a bien évidemment compris que nous venions de la région toulousaine. Maintenant que vous avez compris d'où nous venons, est-ce que vous savez pourquoi nous venons? Et là, Patrice Allègre, après quelques secondes de réflexion, susurre pour Martine, d'un air, d'une intonation interrogative. Martine. Allègre essaye-t-il de gagner du temps? On pense qu'il se trompe de prénom et on le réoriente sur les prénoms de Laure Martinet et de Mireille Normand. Les gendarmes viennent de commettre une erreur. Ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'était surtout de ne pas répondre
et de le laisser continuer. Malheureusement, la fatigue, l'un d'entre nous, par réflexe, lui dit non. Déjà, nous avions perdu un point face à Patrice Allègre. Michel Roussel, ce prénom Martine qu'Allègre a lâché en garde à vue, il en reparle? Il le répète? Non. Il le lâche pour nous tester, pour nous évaluer dès les premières secondes de notre rencontre, notre face-à-face. Pour les dossiers que l'on a en connaissance, ce prénom ne colle pas. Il le perçoit de suite. Donc, Vous l'entendez au sujet donc du meurtre de Laure Martinet. Est-ce qu'il est plus bavard? lorsqu'on parle de faits, d'un dossier, il n'est jamais bavard. Il faut lui extraire les éléments un à un. Il n'est pas dans la narration ou dans le je me repens ou je m'exhibe. Il n'est jamais là-dedans. Il est toujours dans la maîtrise. Donc, lorsque vous avez des éléments probants, incontournables, et si vous insistez, vous aurez la confirmation minimale. Voilà. On est toujours dans le centimètre gagné. Et qu'est-ce qu'il raconte donc à propos de Laure Martinet? Il a rencontré par hasard sur la route. Lui, il rentre ou il se promène parce que c'est un oiseau de nuit. Et il voit une jeune femme qui fait du stop, il la connaît. Là, c'est vraiment le prédateur opportuniste. Donc il reconnaît qu'il la viole, qu'il la tue? Qu'il la frappe et qu'il la tue, qu'il l'abandonne. Et pour Mireille Normand, donc cette jeune femme qu'il a enterrée dans son jardin, il l'avoue aussi? Oui, après l'agression des mi-espèces, il part en cavale en Ariège. Il rencontre Mireille Normand, il sympathise, il cherche de boulot, un toit aussi, donc elle l'héberge gentiment, tout se passe bien. Et puis, le jour de son anniversaire, il y a le passage à l'acte. Il la viole, strangulation, perte de connaissance, mais la durée. Il faut que ça dure pour que ce soit satisfaisant, il faut qu'il la durée. Donc les strangulations ne sont jamais menées à terme. Il faut que la victime reprenne connaissance. C'est le chat à la souris. Donc ça va durer toute la nuit, grosso modo. Puis quand il se lasse, quand même, à un moment donné, donc il la prend, il la descend au rez-de-chaussée, il l'enroule dans une couette, et puis il l'abandonne là. Et puis le matin, il ira l'enterrer dans le jardin. Comment explique-t-il ces passages à l'acte? Pulsion, alors stup, alcool. Et puis la jeune femme est là à côté. À guiche, donc pourquoi elle se refuse, je ne l'accepte pas, et là, violence, et c'est parti. Il montre un peu de compassion? Jamais. Non, jamais pour aucun sujet. C'est un grand nombril. Malade, mais nombril. Tout le reste, lui, totalement différent. Les gendarmes rentrent à Toulouse, où la presse vient de découvrir l'existence du tueur en série. Avec une question: et si l'homme avait d'autres crimes sur la conscience? Les journaux ressortent leur cold case, les faits divers non élucidés de la région. Et l'affaire Allègre va connaître un nouveau rebondissement. Quand Daniel Soucaz ouvre son journal à 2h du matin, il blêmit. Un article revient sur la mort d'une championne de boxe toulousaine, morte 8 mois avant l'arrestation de Patrice Allègre. Elle s'appelait Martine Mathias. Son appartement a été incendié, comme celui d'Isabelle à Paris. À l'époque, c'est l'inspecteur Vidal qui s'occupait de l'affaire. Je constate que la porte n'a pas été enfoncée, qu'il n'y a pas eu d'effraction. Je constate qu'il y a eu visiblement lutte dans l'appartement, avec notamment au niveau de la salle de bain des traces brunâtres pouvant être du sang présentes dans la baignoire. Et dans la chambre, le cadavre de Martine Mathias. Qu'on découvre une personne carbonisée sur son lit, réduite à sa plus simple pression, puisque Martine Mathias carbonisée, ça représentait à peu près une petite poupée de 70 ou 80 cm. Hein. L'inspecteur poursuit l'exploration de l'appartement. Et je constate surtout 2 foyers d'incendie distincts. Puis des incendies, j'allais dire, un peu maladroits, c'est-à-dire un peu allumés à la va-vite. Avec une espèce d'urgence, ça
ça sent pas le départ annoncé, si vous voulez. C'est criminel. Personne ne pourra me démontrer que c'est accidentel. L'enquête de voisinage conforte le policier. Certains voisins avaient entendu des bruits la veille vers 21h30, des cris de femmes pouvant être assimilés à des appels au secours. Puis après, bon, ils n'ont plus rien entendu. À cette époque, les journalistes pouvaient encore accéder à une scène de crime. Philippe Motta était sur place. La première des choses que je vois en arrivant sur ce palier, il y a un policier qui est en équilibre sur une chaise et qui est en train de travailler sur ce globe lumineux. La première des réflexions de ce policier me dit « Ils ont caché l'ampoule ». Cette ampoule a été retrouvée, elle était là, posée sur un chiffon. Martine serait-elle tombée dans un guet-apens? Cette ampoule a été enlevée, elle fonctionnait, elle a été enlevée pour faire du noir sur le palier, quoi. Philippe Motta a récupéré le PV de première constatation de l'inspecteur Vidal. Et il dit, dans le salon, nous constatons que règne un certain désordre, pouvant laisser penser qu'il y a eu une fouille des lieux. Tout laisse à penser que l'on se trouve en présence d'un acte criminel. Et je remets ce procès-verbal de constatation donc à mon collègue en lui souhaitant bon courage, en lui disant « J'espère que vous allez vous bouger pour faire sortir la vérité ». Et je m'entends répondre béatement « Tu t'es mis le doigt dans l'œil, c'est un suicide. Elle s'est suicidée parce qu'elle était victime d'une déception sentimentale. » Moi je le regarde en rigolant, je fous de ta gueule quoi celui-là. Il dit « Si c'est un suicide, moi me fait couper les bijoux de famille. » Comme l'inspecteur Vidal, la famille de Martine Mathias ne croit pas au suicide. Et on enquête pour prouver que c'est un suicide et accréditer la thèse du suicide. Tout. Et là, on n'a plus compris, quoi. En effet, la crime recueille des témoignages qui accréditeraient cette thèse suicidaire. Martine était dépressive ces derniers temps. Et tout d'un coup, là, on me réinvente une vie de quelqu'un que je ne connaissais pas. Alors, de quelqu'un de gai et souriant et toujours attentionné aux autres, c'est quelqu'un de névrosé, solitaire, très mal dans sa peau, qui n'avait pas d'amis. Pour les enquêteurs, Martine avait décidé d'en finir. J'essaie de revoir dans ses yeux quelque chose qui fasse que, bon, elle était pas bien. Et je voyais rien. Et je disais, mais c'est pas possible. Et tous les jours, je lui disais à cet inspecteur, je lui dis, non, c'est pas ça. Non, regardez, je lui racontais un peu ce qu'on faisait, tout ça. Je dis, non. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je lui... quelle preuve voulez-vous amener à partir du moment où quelqu'un ne veut pas vous écouter? La famille n'est pas la seule à penser qu'il s'agit d'un crime. Je me rappelle avoir discuté avec un enquêteur qui dit moi, je n'ai jamais vu une fille qui déchirait son soutien-gorge par devant. Et effectivement, on va retrouver des détails très cruels, quoi, très cruels sur le corps de la jeune fille, qui peuvent effectivement laisser penser qu'elle ne s'est pas suicidée, notamment du courant électrique qui a été engagé dans cette partie intime. Ça fait pas trop suicide, on va dire. Mais ce détail ne trouble pas le responsable de l'enquête. Au bout de 6 mois, il est sûr de lui. Martine Mathias s'est tailladé les veines dans la baignoire, a mis le feu à son appartement et s'est allongée nue sur son lit. Elle serait morte asphyxiée par l'incendie qu'elle a provoqué. Le policier rapproche la mise à feu de l'appartement d'une des volontés exprimées par Martine Mathias, être incinérée. On approche des vacances, on n'a toujours pas de piste, on n'a toujours pas d'indication. Et alors là, que se passe-t-il? C'est très difficile à dire. En quelques jours, le capitaine boucle cette affaire et conclut un suicide. Et c'est très lointain, mais je me rappelle très bien qu'à l'intérieur du service des enquêtes criminelles, il y avait un vrai débat. C'est une façon pour lui de dire que de temps en temps, il y a eu des éclats de voix autour de cette conclusion, quoi.
L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais 8 mois plus tard, Daniel Soucaz ouvre le journal et tombe sur cette affaire Martine Mathias. Un dossier qu'il ne connaissait pas puisqu'il était mené par la police toulousaine. Il comprend alors qu'il vient de trouver un nouveau meurtre de Patrice Allègre. Ce prénom, lâché à Paris, Martine. Pierre Alfort, vous êtes l'avocat de Patrice Allègre. Est-ce que votre client reconnaît sa responsabilité dans le meurtre de Martine Mathias ? Patrice Allègre a reconnu et assumé l'ensemble de ses responsabilités dans le cadre de l'ensemble des meurtres qui lui étaient reprochés au moment de son interpellation. Il va de lui-même indiquer au gendarme Roussel qu'il y a une autre affaire et il va se dénoncer dans le cadre de l'affaire Martine Mathias. C'est donc un tueur en série que vous allez défendre. Il a déjà donc reconnu 4 meurtres et vous êtes tout jeune avocat. Oui, je suis tout jeune avocat, je vais être confronté à un homme qui est une personnalité extrêmement complexe, extrêmement particulière, mais ce qui va me frapper, c'est le décalage terrible qui peut exister entre l'atrocité des crimes qu'il a commis, qu'on lui a reproché, et l'humanité qui est la sienne. Et c'est ce qui va me donner le courage, l'envie de le défendre. Comment vous expliquez d'ailleurs d'avoir obtenu ce dossier ? Je vais être commis d'office, tout simplement, par le bâtonnier. Mais la difficulté, compte tenu de mon jeune âge, de mon absence d'expérience, c'est de conserver le client, tout simplement, et de ne pas être, comme on dit vulgairement, débarqué par des avocats plus réputés. Curieusement, l'arrestation donc de Patrice Allègre passe pratiquement inaperçue. Mais son arrestation est passée quasiment inaperçue parce que, tout simplement, c'est au moment de la mort de la princesse Diana. Vous voulez dire que le 31 août 1997, donc la princesse Diana meurt à Paris, dans un accident de voiture. Et puis je pense aussi que Paris avait son tueur en série, Guy Georges en l'occurrence à ce moment-là, et c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Guy Georges. Quel contact parvenez-vous à établir avec votre client ? Comment il se comporte avec vous ? Il se comporte comme un homme qu'il est. Je veux dire, Patrice Allègre a commis des faits monstrueux, mais ce n'est pas un monstre, parce que je l'ai entendu à de nombreuses reprises, c'est un monstre. Je pense que les monstres n'existent pas. Patrice Allègre a 29 ans quand il est arrêté. Son ami d'enfance n'en revient pas. C'était irréel, quoi. C'était irréel. J'ai lu 2 fois la page. Je croyais pas, quoi. C'est pas possible. On ne pouvait pas s'imaginer que c'était un tueur de filles, quoi. Et c'était un tombeur, hein, et moi je l'ai vu draguer Anna. Ça, c'est une facette que je connais pas. Avant d'être interpellé, Patrice Allègre vivait seul, sans adresse fixe. Il errait, quartier de la Gare à Toulouse, traînait chez des connaissances, chez Sylvie, son ex-petite amie. Au début, tout se passait très bien. Elle le décrit comme un homme d'intérieur qui rendait service, qui était gentil. Et un jour, il a fait un reproche et là, il l'a très mal pris. Il l'a frappé, il a pris ses vêtements, il les a découpés en lui disant « Là où tu vas aller, maintenant, tu n'auras plus besoin de tout ça ». Elle a quand même réussi à appeler la police qui a pu donc mettre un terme à cette scène qui aurait sûrement fini par la mort de la jeune femme, vraisemblablement. Et il s'est efforcé de réparer les dégâts commis. Il avait laissé un mot d'ailleurs en lui disant « Je regrette tout ce que j'ai fait, j'ai le corps comme du pâté ». Patrice Allègre a pourtant connu une période stable, en façade tout du moins. À 19 ans, il s'installe dans son village natal avec l'amour de sa vie, Cécile. Et 3 ans plus tard, ils ont une petite fille dont il est très fier. Mais Patrice est mystérieux. Sa compagne sait seulement qu'il vit de petits boulots comme serveur et surtout qu'il gravite dans le milieu des nuits toulousaines. Il est videur de discothèque. Complètement un oiseau de nuit, quoi. Il vivait la nuit, il dormait le jour. Il arrivait qu'elle ne le voit pas pendant plusieurs jours, qu'il rentre ivre, qu'il casse tout. Et ça s'est dégradé, en particulier à la fin de leur relation. Et un soir, il est passé, il a tabassé, il a forcé à coucher avec lui.
Une autre fois, il a manqué l'étrangler et a eu un sursaut quand il s'est rendu compte qu'il était en train d'étrangler la femme à laquelle il était attaché, en disant « Non, pas toi, pas toi ». Et il s'est arrêté. Patrice Allègre a du mal à se reconnecter avec la réalité parce qu'il est constamment drogué. Tout quoi, l'alcool, le shit, la coke, les extras, tout avenant quoi. À une soirée, il pouvait tomber 2 ou 3 grammes à lui seul quoi. Et dans ces moments-là, il est incontrôlable. Une fois, en discothèque, il a failli planter 3 personnes quoi. Un déclic et il partait en sucette quoi. Son regard il changeait complètement, c'était plus le même homme. Et on aurait dit qu'il connaissait personne. Et je l'ai vu 2 ou 3 fois quoi. Son regard qui change à une fraction de seconde, hop, il redevient Patrice Allègre qu'on connaît. Patrice Allègre et son ami d'enfance ont formé dans les années 90 un duo de voleurs de voitures, de cambrioleurs aguerris. Pour monter sur les coups et tout, il était toujours partant. Dans la nuit, on pouvait casser jusqu'à 3 maisons, même revenir à une seule maison parce qu'elle était tellement grande qu'on y revenait 3 fois dans la nuit quoi, pour tout vider quoi. La violence, l'alcool, la vie nocturne, le désordre sentimental, Patrice Allègre connaît tout ça depuis son plus jeune âge. Il a vu ses parents se séparer violemment. C'est un couple qui se déchire, c'est un couple qui se crie dessus, c'est un couple qui à l'occasion échange des coups. Il y a des moments où le père est extrêmement violent, où il tape véritablement, et jusqu'à la blesser, la mère. Et la mère, à ce moment-là, des cris de douleur. Et puis il y a des formes de réconciliation sur l'oreiller, semble-t-il, auxquelles Patrice assiste, puisqu'il est dans la maison. Et il va entendre ces réconciliations sous la forme également de cris de jouissance de sa mère. Donc, comment voulez-vous qu'il y comprenne quelque chose? Il y a d'abord des cris de douleur, puis après il y a des cris de plaisir, il y a des gémissements, tout ça se contamine et se mélange dans l'esprit de ce jeune garçon. Patrice fait aussi les frais de cette violence paternelle quand son père, CRS, rentre de mission. Il semblerait qu'il l'ait frappé de manière grave avec un rondin, de manière à lui faire mal en tout cas. Patrice Allègre préférait rester éveillé la nuit parce qu'il avait reçu des coups de son père alors qu'il dormait. Et c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Il affectionne effectivement les horaires tardifs. C'est là où on peut s'alcooliser, c'est là où on peut consommer des produits toxiques. Il va délibérément s'inscrire dans un univers qui le rassure par rapport à ce qu'il avait vécu auparavant. Il avait peur de ses précédentes nuits. Il n'aime pas le noir. Patrice Allègre se met à détester son père. Et à l'inverse, il adore sa mère. Il faisait strictement ce qu'il voulait avec sa mère. Et quelquefois même, il n'allait pas à l'école car il disait « Maman, j'ai pas envie d'aller en classe aujourd'hui, est-ce que je peux rester à la maison, je vais t'aider ». Et sa mère, qui n'avait aucune autorité, qui ne le cadrait absolument pas, acceptait. Une mère permissive, coiffeuse du village de Saint-Géniès-Bellevue, plutôt jolie fille, qui profite des longues absences du père, parti en mission. La mère qui sort, qui couche avec d'autres hommes. Quand elle sortait en boîte, elle le laissait dormir dans la voiture, quoi. Quand il était tout petit. Il n'était pas à sa place d'enfant. Sa mère lui a fait partager beaucoup de choses de sa vie d'adulte, des choses qu'il n'aurait pas dû partager. Dans ce contexte, Patrice Allègre, préadolescent sans repère, glisse vers la délinquance. Il avait 11 ou 12 ans et il avait cambriolé les voisins. Il avait stocké les choses dans la maison de ses parents et son père s'en est aperçu. Le père de Patrice Allègre, devenu brigadier, est désemparé. Il rembourse les vols de son fils et tout se règle sans dépôt de plainte. D'un côté, il le secouait durement, mais de l'autre, il remboursait aussi ses bêtises. Je pense que très tôt, Patrice Allègre s'est senti tout puissant, car c'était un jeune homme qui avait des capacités
qui était assez vif intellectuellement et qui a vite vu le parti qui pouvait tirer des failles du dysfonctionnement familial. Pour lui, se donner des espaces de liberté et faire strictement ce qu'il voulait. Patrice décroche dès la classe de 5e. Il continue les larcins, les bagarres et trempe dans le deal de cannabis. Son père demande l'aide d'un juge des enfants. Le jeune Patrice est placé quelques mois dans un centre de redressement, mais c'est un échec, rien n'y fait. Patrice a 15 ans, il est confié à sa grand-mère paternelle, cité des Isards à Toulouse. Mais là, il mène une vie de petit caïd de quartier. Et il est connu comme quelqu'un qui est dans la drogue, qui fait ce qu'il veut et qui n'a pas de limite. À 17 ans, il est condamné pour vol de mobilette. Mais son père ne le laisse pas tomber. L'année suivante, il lui trouve un emploi de 6 mois, un contrat aidé au commissariat. Serveur du bar associatif de la police. Patrice y rencontre beaucoup de flics, ce qui ne fait qu'accroître son sentiment d'impunité. On aurait dit qu'il faisait ce qu'il voulait, quoi. C'est-à-dire, on prenait des rails de coke là, sur le trottoir, quoi, dans la voiture, des trucs comme ça. Il avait pas peur, quoi. J'en ai rien à foutre, quoi. C'est bon, tu vois. Je peux pas me faire arrêter, quoi. Il se traîne-balait avec des pochons de 100 grammes de coke, quoi. Jamais tu te traînes-balles avec ça sur toi, quoi. Lui, c'est rien, quoi. D'autant que Patrice parvient à se tirer de tous les mauvais pas, comme lors d'un banal contrôle policier près de la gare Matabio. Ils fouillaient la voiture et l'après-midi on a fait du tir. Et dès qu'ils ont trouvé l'arme, ils ont dit c'est bon, c'est eux, on les prend. Une arme volée, quoi. Alors, ils nous amènent au commissariat. Ils ont appelé Patrice. Ça a duré un quart d'heure dans le bureau. Il est ressorti, Patrice, il a dit c'est bon, on peut y aller. Et 2 jours plus tard, je suis allé chez Patrice et j'ai récupéré le pistolet. C'était par l'intermédiaire de son père. Protection papa et les copains à papa. Quand les gendarmes stoppent sa course folle, Patrice Allègre n'a fait que 7 mois de prison pour violence. Un accro insignifiant dans un parcours délinquant pourtant bien rempli. Daniel Zaguri, vous êtes expert psychiatre, vous avez expertisé Patrice Allègre et je crois qu'il vous a confié un épisode assez douloureux de son adolescence. Oui, effectivement, il nous a raconté comment, à l'âge de 13 ans, il avait été victime d'un viol dans des conditions assez particulières, je crois lors d'une fugue, par 2 toxicomanes. Et on sentait bien que, à partir de là, en quelque sorte, tout était possible et tout était permis pour lui. La presse a parlé d'un tueur en série. Selon vous, est-ce qu'il rentre dans cette catégorie? Un tueur en série, c'est quelqu'un qui commet plusieurs crimes, séparés les uns des autres, sans mobile apparent et de sang-froid. Donc, Patrice Allègre est un tueur en série. Bon, Patrice Il prend du plaisir à tuer. Non, c'est un certain nombre d'enchaînements de comportements qui le mènent vers un moment où il est dans une espèce d'ivresse, de jouissance de toute puissance, de droit de vie et de mort, d'expression de destructivité, mais qui est très, 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 très au-delà de ce que nous appelons le plaisir et dont nous avons l'expérience dans nos existences. Il ne prend pas de plaisir sexuel. On n'est pas, si vous voulez, dans la perversion sexuelle. Pourtant, il leur fait quand même subir des sévices sexuels terribles. Absolument, mais ça n'est pas la sexualité elle-même qui est au cœur de sa problématique. Parce que au cœur de la problématique de Patrice Allègre, il semble bien qu'il y ait un lien entre des scènes traumatiques subies en présence de sa mère et les actes criminels qu'il a commis. Il y a, si vous voulez, le passage de la position de passivité, de victime, de terreur, à la position inverse. Je rejoue la scène, je suis acteur, mais cette fois, c'est moi qui ai les cartes en main. En tuant ses femmes, il tue sa mère.
dit comme ça paraît un peu ridicule. Mais il y a tout de même une dimension de matricide déplacée. Il y a toujours une idéalisation de la mère. Et il y a quelque chose de l'ordre d'une destructivité, d'une rancœur, d'une haine inconsciente qui est déplacée sur d'autres femmes. On peut donc dire qu'il a une haine envers ses victimes ? Il n'a pas de haine consciente. Il est extrêmement important que ce soit de l'indifférence. Est-ce qu'il cherche à comprendre ce qui l'anime ? Moi, j'ai eu le sentiment, face à lui, qu'avec une certaine sincérité, il essayait de s'appuyer sur nous pour comprendre cette part secrète qui lui échappe. Et d'ailleurs, il l'a dit de façon limpide. Il a dit « Si je savais pourquoi je l'avais fait, je ne l'aurais pas fait ». Les gendarmes pourraient s'arrêter là, à ces 4 meurtres et à la tentative qu'a reconnue Patrice Allègre. Mais ils sont persuadés qu'il leur cache encore des choses, d'autres crimes. Après 10 mois d'enquête, Daniel Soucaz connaît de mieux en mieux Patrice Allègre, son fonctionnement. Il use alors de toutes les ficelles judiciaires pour se retrouver en tête-à-tête avec lui. J'avais compris rapidement que le fait d'être privé de liberté lui pesait. J'avais donc identifié là un point faible. Le 2 décembre 1997, il l'extrait de sa cellule pour une mise en situation dans une banale affaire de vol de voiture. Nous sommes en milieu d'après-midi. Patrice Allègre sait qu'avant 18 heures plus tard, il devra réintégrer sa cellule. Et pour lui, je pense que c'est une échéance qu'il ne voit pas arriver évidemment avec satisfaction. À l'arrière, entre 2 gendarmes, Allègre prend ses aises. Nous discutons bâton rompu dans la voiture. Probablement y avait-il de sa part à ce moment-là un sentiment de bien-être momentané, du fait qu'il se sentait un peu libre. Au volant, Daniel Soucaz comprend que Patrice Allègre baisse la garde. Il en profite et lui propose de retarder son retour en prison et même de boire du champagne, s'il lâche un élément intéressant pour l'enquête. Et j'ai donc gardé en mémoire l'échange de regards que nous avons eu à ce moment-là par le biais du rétroviseur. Et effectivement, ce souvenir est intact puisque c'est à ce moment-là, il me dit « J'en ai tué une ici ». Patrice Allègre s'accuse d'un 5e meurtre. Il fournit le prénom de Valérie et nous précise que c'était une jeune fille avec laquelle il avait travaillé dans un bar du quartier de la Gare à Toulouse. Les gendarmes retrouvent cette Valérie Tariotte. Sa mort avait été classée comme suicide par la police toulousaine. Le soir même, Daniel Soucaz tient parole. Allègre obtient un peu de sursis avant de retrouver sa cellule, huîtres et champagne comme promis. Michel Roussel, vous étiez dans la voiture avec Daniel Soucaz quand Allègre a avoué un 5e meurtre. De quoi s'agit-il ? Alors l'histoire de Valérie Tariotte, c'est une jeune fille qui travaille au buffet de la Gare à Toulouse, qui rencontre Patrice Allègre. Il sympathise, elle lui donne un rendez-vous un soir et il apporte une bouteille de champagne. Et puis ça va tourner au viol, acte de torture, barbarie, au meurtre. Et comment ça se fait qu'elle n'apparaisse pas dans les fichiers ? C'est une affaire qui a été classée suicide, même si elle a les mains attachées par des lacets sur elle. Elle a un bâillon sur la bouche, elle a un bâillon dans sa bouche, elle a un 3e bâillon dans la gorge. Ça fait beaucoup pour un suicide. La tête repose sur un oreiller, vous soulevez l'oreiller, vous avez une casserole avec du sang. Et une bouteille de champagne où il y a des empreintes. À l'époque, on avait cherché à identifier ces empreintes ? Ah, visiblement non, puisqu'elles sont relevées et elles ne donnent rien. Alors que Patrice Allègre, il a déjà été condamné, si ça avait été fait, ça aurait déclenché. Et pourquoi ça a été classé en suicide ?
Ce qui est avancé à l'époque, c'est que parmi quelques livres qui sont trouvés chez cette jeune fille, il y a un livre Suicide, mode d'emploi. Déloupé du côté de l'enquête, hein. Oui. Déloupé du côté des légistes. Dans l'affaire donc Tariotte, comme dans l'affaire Mathias, comment c'est possible ça? J'ai pas d'explication. Ça me paraît impossible. Nous en sommes à 6 victimes, Oui. 6 affaires, mais vous êtes persuadé en fait que la liste ne s'arrête pas là. Vous en avez parlé avec Patrice Allègre, l'intéressé? Très souvent. Très souvent. Mais je crois qu'il vous dit quelque chose d'un peu étonnant quand vous parlez d'Émile Louis. Dans les gardes à vue qui durent très longtemps, il y a toujours des moments, le café, bon, là, où on laisse reposer un petit peu avant de reprendre. Et dans ces périodes-là, où on parle de tout, de voiture, de sa famille, de sa fille, tout ce que vous voulez, il me dit, le vieux, puisque l'actualité parlait d'Émile Louis, donc il ne s'est certainement pas arrêté. Et donc, lorsqu'il me dit ça, il n'y a pas de réponse, il y a bien blanc, c'est la nuit, on n'est que tous les deux, là, très proches, comme on est là. Et je lui dis, tu réalises ce que tu me dis, Patrice? Lorsqu'on commence, on ne peut pas s'arrêter? Et il me rétorque, si, je me suis bien arrêté 2 ans, donc passage à blanc, 2 ans, Patrice? Oh, tu me fais chier, tu me prends la tête, voilà. Donc, effectivement, lui-même, il le sait bien évidemment, mais même quand il n'est pas hyper protégé dans la maîtrise de ses propos, quand on est, ou il est moins sous contrôle, il est faillible. Il est faillible. Dominique Michel Roussel est formé à un tout nouveau logiciel qui s'appelle Anacrim. C'est quoi ça? Oui, qui va être utilisé, Frédéric, pour la première fois, grandeur nature, dans une affaire criminelle, dans l'affaire Allègre. En fait, Anacrim, c'est l'abréviation de analyse criminelle. C'est un outil de simplification et de compréhension. Or, l'affaire Allègre, c'est le genre de dossier où Anacrim peut vraiment aider les gendarmes à simplifier et à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des centaines, des milliers d'informations qu'un cerveau humain, aussi élaboré soit-il, ne peut pas mettre en perspective et en tirer des analyses. Les enquêteurs vont entrer dans le logiciel toutes les informations dont ils disposent, tous les éléments. Par exemple, des noms et des procès-verbaux d'audition, des faits, des lieux et des procès-verbaux de constatation, des listings téléphoniques, des adresses, des lieux fréquentés, des informations sur les victimes, quel âge, quel physique. Le logiciel va effectuer des rapprochements, des recoupements, des comparaisons, et on va transformer ça en une représentation graphique. C'est ce que vous avez ici. Et toutes ces informations, elles permettent une meilleure lecture visuelle du dossier, une meilleure compréhension. Quand on regarde comme ça, on voit qui est connecté avec qui, quelle personne avec quelle personne avec tel lieu. C'est un schéma fictif, hein. Dans le cas précis donc de l'affaire Allègre, ça aboutit à quoi? En fait, Anacrim va déterminer un modèle de mode opératoire de Patrice Allègre. Comment il tue, qui il tue, à quel moment il tue, et quelles sont ses habitudes de tueur. Mettre le feu dans un appartement, par exemple, ça lui ressemble. Étrangler. Étrangler, ça lui ressemble. Il n'utilise pas un couteau, il n'utilise pas une arme à feu, a priori. Mettre un bâillon ou quelque chose dans la bouche de sa victime, ça lui ressemble. Donc, Anacrim va prendre tout ça en mémoire. On va ensuite donner au logiciel d'autres affaires non élucidées, des cold cases, et le logiciel va dire, dans cette affaire-là, ça peut être Allègre. Il y a des ressemblances. Aussi, il y a des ressemblances. Est-ce que Michel Roussel va avoir le temps et les moyens pour travailler? Là, il y a des faits probants, donc la gendarmerie va lui donner les moyens. Donc on va créer une cellule dédiée qui s'appelle la cellule Homicide 31, et il va y avoir 8 gendarmes qui vont travailler en permanence sur ces dossiers dans lesquels Patrice Allègre pourrait être impliqué. Un logiciel exceptionnel pour un criminel exceptionnel. La presse fonce. La cellule Homicide 31, dans cet appartement de fonction de 4 pièces situé au cœur de la caserne Courrèges, 8 enquêteurs passent la vie de Patrice Allègre au peigne fin. Voilà, c'est la vitrine de la gendarmerie communique là-dessus, et Toulouse est vraiment un cas exceptionnel, puisqu'on peut vraiment montrer ce qu'on sait faire, remonter des affaires, et si possible, rouvrir des dossiers qui ont été fermés. Parmi ces dossiers trop vite classés,
des disparitions, des fugues et des morts de jeunes femmes étrangement classées en suicide, alors que tout indique qu'il s'agit d'un crime. À l'époque, le cabinet de Georges Catala voit défiler les familles de ces victimes. J'avais été saisi par une famille crucifiée. Cette famille avait trouvé l'une des leurs dans la cuisine, la gorge tranchée de part en part, avec un nœud tout autour du cou et une couche culotte enfoncée dans la bouche et des traces de sang qui allaient vers l'escalier. Et d'une façon extrêmement curieuse, la justice a proclamé que c'était un suicide. C'est un premier exemple. Des exemples comme celui-ci, l'avocat en recueille plusieurs. Une jeune fille retrouvée à 20 km de chez elle, morte, nue dans un fossé. Une bombe lacrymogène dans l'entrejambe. Suicide. Homicide 31 cible des dizaines de dossiers étranges. C'est vrai qu'on se rend compte à ce moment-là que, à quelques années près, voilà, il y a une sorte de continent noir de la Ville Rose qui, tout d'un coup, est là sous nos pieds et ressurgit à la faveur, voilà, des faveurs, je dirais, de l'affaire Allègre. Jamais un tueur en série a fait preuve d'autant de maîtrise de la scène de crime, d'autant d'intelligence, et c'est peut-être pour ça aussi que Patrice Allègre est passé à travers les mailles du filet. Patrice Allègre a été quelqu'un d'éminemment intelligent pour bien brouiller les pistes et pour s'en tirer à chaque fois qu'il a commis des homicides. Il a été plus fort que vous là-dessus. Pendant oui, des années. Oui, tout à fait. Tout à fait. Grâce au logiciel Anacrim, des similitudes apparaissent entre ces cold cases, ces dossiers trop vite enterrés, et les habitudes de Patrice Allègre. Sur le terrain, la gendarmerie déploie les grands moyens pour tout vérifier. 250 personnes sont mobilisées pour sonder les eaux de la Garonne. Cette opération a en effet été déclenchée pour tenter d'élucider plusieurs disparitions de personnes, des affaires qui pourraient être attribuées au tueur en série présumé Patrice Allègre. C'est pas une perte de temps, il y a des familles qui attendent des réponses. Est-ce que ma fille est là? On pourra répondre, que ce soit oui ou non, on apportera une réponse pour ici. Et ensuite ici, il y a autre chose. Avec homicide 31, tout est possible. On essaye vraiment de se donner les moyens de remonter toutes les affaires. Donc on exhume des corps, on vide des lacs. Et bon, on sent des gens qui sont vraiment passionnés, vraiment à fond dedans. Ils sont 24 heures sur 24. Parce qu'encore une fois, il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Il y a une excitation aussi autour de méthodes et de moyens qui permet de vraiment d'essayer de remonter tout ça. Et là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 dossiers. Ils avancent dans une forêt vierge et c'est énorme. À l'époque, comme les gendarmes, la presse est persuadée que le parcours criminel d'Allègre est beaucoup plus étendu. Avec cette question, pourquoi police et gendarmerie sont-elles passées à côté d'un tueur en série? Il y a eu un raté quelque part. Oui, c'est évident. C'est un peu dommage, non? De faire ce constat plus de 10 ans après. Oui, c'est dommage. Maintenant, il y a deux options. Soit on occulte et on laisse de côté, parce que c'est vieux, parce que c'est difficile, ou alors on se remonte les manches et puis on estime qu'il y a un devoir, même après un loupé, de redresser le loupé peut-être et de reprendre le travail. Michel Roussel, vous parvenez à remonter combien de cold cases? Alors, pour moi, 191 cas, c'est-à-dire des personnes soit décédées, soit disparues, soit des suicides ayant attiré un petit peu l'attention de la justice, mais qui resteront tout de même classés suicides, donc des cas qui ont une trace judiciaire. Vous interrogez régulièrement Patrice Allègre. Oui. Comment réagit-il face à ces nouvelles investigations? Donc au début, il est demandeur des sorties. Sortir de maison d'arrêt pour être sans bracelet, enfin, sans menottes, en garde à vue, fumer à volonté, discuter de tout. Bon, tout ça, ça lui plaît bien. Et puis à la fin, lorsque nous détenons des éléments probants, là, il va jusqu'à, à un moment donné, refuser de sortir de maison d'arrêt. Il m'indique que je peux chercher 200 ans, que je ne trouverai jamais.
Donc, on se lève cérémonialement, on se serre la main, les yeux dans les yeux, et donc il y a ce pari, cette poignée de main qui scellera le fait qu'il était sûr de lui et que moi j'étais sûr avec mon équipe, de notre détermination à travailler. Pour travailler, si je puis dire, Patrice Allègre, vous êtes fait conseiller par un morpho-analyste comportemental. Il s'agit quoi? D'analyser son comportement, ses gestes, sa gestuelle? D'observer le personnage et de constater qu'il va vous dire oui, mais que son corps va développer des comportements qui sont antinomiques, en contradiction. Le plus où on est pu l'amener, c'est il va prendre une position du fœtus. Oui, il rentre vraiment dans... Quoi, dans quand il avoue quand il avoue... C'est comme ça qu'il se met? Oui, au moins une fois. Donc c'est une aide. Quelle relation, en fait, vous avez établie avec lui? C'est lui qui, très tôt, me désigne comme son confident, interlocuteur privilégié, tout simplement parce que, faisant l'analyse criminelle de ce garçon, je sais tout de lui. Je connais tous ses proches, amis, famille. Je suis le confident de sa fille, de sa maman, de sa grand-mère. J'accepte aussi de me départir de l'uniforme. Il ne me verra pratiquement jamais en uniforme, puisqu'il est bloqué par les uniformes par rapport à son père policier qui était violent. Enfin bon, il y a ce truc-là. Donc, teste ma crainte vis-à-vis de lui. Sur un interrogatoire, il se lèvera. On n'est que tous les deux, donc il n'est jamais attaché. Je suis devant mon ordinateur, il se lève, je sais pas, comme un ressort. Et je l'ai de suite dans mon dos. Le but est de me faire réagir. Est-ce que je vais me lever, réagir quoi que ce soit? Je finis de frapper la phrase Et je lui dis, Patrice, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis il est un peu décontenancé du fait que moi j'étais placidement, je n'ai pas réagi à son mouvement. Non, ton ordi il est chouette, il m'en faudrait un. Je dis, bon allez, va t'asseoir, on continue. Donc il faut arriver à gérer c'est pas un stress, mais il faut arriver à gérer ces éléments-là pour communiquer. Homicide 31 rouvre une dizaine de dossiers. Mais en attendant que ces affaires soient résolues, la justice renvoie Patrice Allègre devant la cour d'assises de Haute-Garonne pour les meurtres et les viols qu'il a déjà avoués. Ceux de Valérie Tariotte, Laure Martinet, Martine Mathias, Émilie Espès, Mireille Normand et Isabelle Chichery. 11 février 2002. Les Toulousains se massent pour découvrir le monstre Patrice Allègre. Juste avant de rentrer dans la cour d'assises, Patrice Allègre demande à nous parler et il nous dit non mais je parlerai pas, je vais rester silencieux. En réalité, il est pétrifié de peur. Les familles des victimes vivent mal l'effervescence autour de l'assassin. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Non mais là tout ça c'est la reine quoi et c'est... je sais pas, on comprend pas trop quoi. Il avait le regard du taureau qui rentre dans l'arène. C'est-à-dire qu'il regarde partout, il cherche tout de suite des repères, il cherche à voir d'où peuvent venir les coups, il cherche à repérer l'endroit où il va pouvoir être tranquille. Et au début, il choisit l'option du silence. Parce que je pense que l'option du silence, pour lui, c'est l'option de l'observation, en fait. C'est une horreur. Parce que j'ai eu l'occasion de le regarder dans les yeux, il n'a pas scié. Pas scié. Et on est bien resté quelques secondes, les yeux dans les yeux. Le procès commence par la lecture de l'acte d'accusation, un récit insoutenable qui détaille les crimes d'Allègre, 5 meurtres et un viol. Lui regarde le plafond. Avant d'examiner les faits, le président de la cour d'assises veut comprendre comment Allègre a pu échapper si longtemps à la justice. Et puis le président engage le procès en lui disant Patrice Allègre, étiez-vous un indicateur de la police? Et là tout à coup la carapace se brise
Et ce type est sorti, mais comme une bête féroce, pour dire non, ne me posez plus. Mais je suis très furieux, il a dit écoutez, non, ne me posez plus jamais ce genre de questions, sinon je ne comparais plus, je ne veux pas entendre parler de ça. Et il y a eu une réaction, j'allais dire, un peu disproportionnée par rapport à la question. Allègre se braque. Le président reprend l'audience plus classiquement et passe à l'examen des faits. Il demande à Allègre de s'expliquer. Le tueur en série rétorque « Je n'ai rien à dire ». Il a déjà tout avoué, il n'a rien à ajouter. Les avocats des familles des victimes se succèdent pour le percer à jour. La question du pourquoi n'a jamais obtenu de réponse, ni à mon bénéfice, ni au profit des autres victimes ou des autres familles de victimes, quelles que soient les méthodes utilisées pour obtenir des réponses. Rares sont les avocats qui tirent quelque chose de Patrice Allègre. Il n'était agressif que quand on l'agressait, et il faisait des vrais efforts lorsque on essayait de le faire parler. Et j'avais créé un rapport direct, presque intime. Alors il fallait à la fois poser des questions suffisamment fortes pour que tout le monde entende, mais en même temps pour qu'il y ait ce rapport de dialogue, ce rapport un peu intime entre l'accusé et moi. Et quand je lui ai dit qu'est-ce que vous pensez qu'aurait mérité une personne qui aurait fait ce que vous avez fait sur Isabelle, qui aurait été fait sur votre fille, eh ben, il a eu des propos extrêmement durs en réponse. Et la personne dont il parlait, c'était lui. Et il en était conscient, et il le savait très bien. Et donc c'est pour ça que je parle de violence dissociée. C'est-à-dire que la violence criminelle était une violence vraiment à part. C'était des moments à part, et des moments évidemment lourds de conséquences. Docteur Zaguri, un des avocats de la partie civile parle de dissociation. Est-ce que vous diriez que Allègre est clivé? Il y a d'une part une dimension de sa personnalité que nous avons le sentiment de comprendre, et puis une part secrète, cachée, masquée, qui ne s'exprime que dans ses actes et qui offre un certain nombre de difficultés à joindre avec l'autre partie. Au cours du procès, Patrice Allègre refuse de s'expliquer. Pourquoi? J'ai senti la nécessité de m'exprimer à la barre et de dire que c'était une bonne chose qu'il ne s'exprime pas, que c'était d'une certaine façon l'indice qu'il ressentait le caractère terrible de ce qu'il avait commis, et que s'il s'exprimait, si tant est qu'il sache les raisons pour lesquelles il avait agi, ce qui à mon avis n'est pas le cas, ce serait plus terrible encore pour les victimes. Il faut en finir définitivement avec cette idée que le criminel doit parler pour apaiser la souffrance des victimes. Ça peut être bien pire s'il parle. Ça peut être bien pire. Et les plus pervers, ce sont les plus pervers qui parlent. Et les plus pervers, ils disent des choses qui ne sont pas entendables. Le mutisme d'Allègre exaspère les familles des victimes. Pour moi, ça a démontré vraiment la noirceur de ça. Parce que j'arrive pas à dire autre chose, quoi. C'est une telle saloperie que c'est inimaginable, quoi. Et encore, je suis sûre qu'on sait la moitié des choses. De ce qu'il peut faire, de la cruauté qu'il peut avoir en lui, quoi. Le père de Laure Martinet, l'étudiante de 19 ans retrouvée dans un fossé, explose. Je lui ai dit que je lui ferai la peau, qu'il ne s'en sortira jamais. Ma femme et moi avons décidé de le faire liquider. Voilà. Ce n'est pas de la douleur, c'est de la vengeance. Non, c'est de la haine. Moi, j'ai plus que de la haine, moi. Le procès est tendu. Des incidents émaillent l'audience, des appels à la vengeance fusent du public. Au milieu, les avocats d'Allègre tentent de se faire entendre. Pour humaniser leur client, ils citent son père et sa mère à la barre.
C'était un enfant non désiré. Il a souvent été battu à coups de poing par son père et moi-même, je ne m'en suis pas beaucoup occupée. C'est en ces mots que la mère de Patrice Allègre a ouvert les débats ce matin. Une mère à qui pourtant l'accusé semble encore très attaché. Mais quand son père est arrivé à la barre, son regard s'est durci. Un mur sépare les deux hommes. Patrice Allègre est cloîtré dans sa haine. Il ne regarde plus cet homme comme étant son père. Et le père de Patrice Allègre est perclus de honte et se tournant vers son fils, le regard un peu vide en lui disant « mais je t'aime ». Et la réponse qui tombe comme un couperet de Patrice Allègre qui lui dit « écoute, moi je ne t'aime pas et j'aurais aimé te tuer ». Sous-entendu, si j'avais fait cet acte, peut-être que je n'aurais pas commis les autres. Quand l'avocat général se lève, il rappelle la dangerosité de Patrice Allègre. C'est quand même le plus dangereux de tous les serial killers parce que c'est un mode de vie chez lui. C'est pas simplement des pulsions macabres, morbides, diaboliques. C'est un mode de vie, une thérapie. C'est un pervers narcissique. Et d'une certaine manière, on a l'impression qu'il a besoin de ça pour continuer à exister quand il est dans cet état-là. L'avocat général requiert le maximum, perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Maître Alfort, avez-vous tenté de convaincre votre client de parler, de s'expliquer pendant le procès? Oui, j'ai tenté de le faire parler. Je pense que c'était une erreur de ma part parce que cet homme ne pouvait pas parler. Et je vais même plus loin, cet homme ne devait pas parler. Rentrer dans le détail des faits, expliquer bien précisément, je pense que ça aurait choqué les familles des victimes et aurait fait de lui, je pense, un monstre froid capable d'asséner à la cour d'assises des vérités qui n'étaient pas bonnes à entendre. Son sort était scellé depuis le début, oui. Mais vous devez plaider. Qu'est-ce que vous dites? L'enjeu de ce procès n'était absolument pas la peine. Le seul objectif, en ce qui me concerne, était de ramener Patrice Allègre au rang des humains. Il n'était pas né criminel, il n'était pas né tueur en série, il n'avait pas été parachuté dans le box à l'âge de 37 ou 38 ans au moment du procès en tant que criminel. Et puis, je pense que le deuxième lien extrêmement important de Patrice Allègre avec l'humanité, c'était sa fille. Allègre a remis une lettre aux victimes. Vous savez ce qu'il y avait dedans? C'était des lettres, non pas d'explication, mais des lettres d'excuses, de remords. Alors j'ai tendance à penser que c'est très secondaire, mais il a souhaité le faire et je ne lui ai pas déconseillé de le faire. Le verdict est sans surprise, perpétuité, avec 22 ans de sûreté. L'issue de ce procès a été pour lui, quelle que soit la peine qu'il connaissait par avance, un soulagement, parce que c'était tourner une page qui était une page catastrophique pour cet homme. Vous avez été son avocat pendant 7 ans à peu près. Est-ce qu'il vous a donné des clés pour le comprendre? J'ai cru que je pourrais comprendre ce qu'on appelle le phénomène du passage à l'acte, une explication. J'ai eu quelques éléments d'explication, mais j'ai tendance à penser que l'âme humaine est trop complexe pour qu'on puisse apporter une explication bien précise à l'attitude d'Allègre qui a consisté à tuer de nombreuses femmes. Perpétuité avec 22 ans de sûreté, la peine maximale. Mais Patrice Allègre ne fait pas appel. Pendant ce temps-là, la cellule Homicide 31 a beaucoup avancé. Elle a notamment découvert qu'Allègre fréquentait le milieu de la prostitution. Les gendarmes ont découvert les secrets de la vie nocturne de Patrice Allègre. Il zonait dans le quartier de la Gare. Son monde interlope des prostituées, des travestis, comme Rita. On se côtoyait, on se voyait assez souvent, donc tous les gens de la nuit se retrouvaient tous au même endroit. Pour ne pas citer la discothèque, mais tout le monde la connaît. Et puis voilà. Et dans le milieu de la prostitution, les gendarmes remontent aussi des meurtres non élucidés. 3 pour la seule année 92. Claude, un travesti égorgé. Josette,
une masseuse érotique morte carbonisée, Hélène Galbardi. Bon, c'était une petite chose, une prostituée parmi d'autres, toxicomane, qui évoluait dans le quartier de la Gare, un quartier très sulfureux. Et elle va être découverte, étouffée, dans une chambre d'hôtel, l'hôtel de l'Europe. Les policiers vont faire leur enquête. Il faut reconnaître que l'enquête sera, comme un certain nombre d'autres enquêtes, très succincte. On ne prend même pas le soin de noter quel est le procureur de la République qui était de service ce jour-là. Et cette affaire est classée. Encore une fois, les gendarmes déterrent des cold cases classés trop vite. Le quartier de la Gare, le milieu de la prostitution, la drogue, tout colle avec les habitudes d'Allègre dans les années 90. Les gendarmes ont appris à le connaître, ils savent comment le faire parler, lui rafraîchir la mémoire. Alors ils font ce qu'ils ont fait la première fois, ils le promènent. Lors d'un transfert, Allègre leur dit « Mais moi, l'hôtel de l'Europe, je connais, j'y ai vécu, j'avais une copine, elle était prostituée, il l'a décrit, cette description correspond à Hélène Galbardi, et il dit « Je l'ai étouffée, je l'ai tuée ». Les gendarmes ont obtenu ce qu'ils espéraient. Certes, Patrice Allègre donne très peu de détails, mais les enquêteurs sont habitués. Pour eux, Hélène Galbardi serait la 7e victime de Patrice Allègre. Le juge le met en examen quand, 1 mois et demi plus tard... Et là, il va se rétracter. Après avoir mis la salive à la bouche des enquêteurs, après avoir donné des précisions qui étaient éminemment troublantes, surtout venant d'un homme qui est quand même pas le premier de la classe, en tous les cas c'est le premier en ce qui concerne les crimes, eh bien cet homme se rétracte. Le viol, le meurtre, des sornettes. Patrice Allègre explique que tout ça c'est une pure invention. Il a menti pour passer du bon temps hors de sa cellule. Si les gendarmes le connaissent bien, lui aussi a compris comment il fonctionne, comment il peut les amadouer. Le gendarme ne se rend jamais compte que d'égal à égal, et dans la manipulation, Patrice Allègre est aussi fort que lui. Il va en profiter pour obtenir, Patrice Allègre, des avantages. Il pourra se laisser aller quelquefois à son penchant pour certains produits stupéfiants. Il pourra rencontrer un de ses amis. Il pourra avoir des nouvelles facilement de sa fille ou de sa mère ou de sa grand-mère. Enfin, tout va bien. Et qui manipule qui? Plus personne ne le sait. Mais l'adjudant Roussel s'entête, persuadé qu'Allègre n'a pas pu lâcher des aveux bidons. Homicide 31 passe la vie d'Allègre au tamis. Son ami d'enfance confirme. Patrice connaissait bien Lynn. Je lui ai présenté une prostituée que je fréquentais comme ça. Et elle a disparu, quoi. Ils l'ont retrouvée morte, assassinée. Ouais. Homicide 31 retrouve aussi les amis de Lynn, ces filles du trottoir toulousain des années 90. Le gendarme habité par son obsession. Il a en face de lui quelqu'un dont il est persuadé que sa vie criminelle ne se limite pas à ce qui a été jugé. Donc il y va. Et l'on va à ce moment-là pénétrer dans le monde, dans le cloaque de la prostitution. Et c'est là qu'on voit apparaître deux êtres étonnants, sulfureux, meurtris, victimes également quelque part. Ce sont les deux prostituées qui vont jeter Toulouse à l'assaut du ciel. Dominique, que vont dire les ex-prostituées Fanny et Patricia que la cellule Homicide 31 a retrouvée? Elles vont faire des déclarations fracassantes, Frédéric. Alors ça va évoluer, hein. Elles vont être entendues plusieurs fois parce qu'évidemment, elles
n'ont pas envie de raconter comme ça leur vie. Elles ont changé d'existence maintenant, mais elles vont être entendues pendant 1 an et demi. Patricia plus d'une dizaine de fois et Fanny un peu moins. Et au cours de sa 7e audition, Patricia va y venir. Elle va dire aux enquêteurs, voilà, mon souteneur m'a emmené avec une autre fille dans une chambre de l'Hôtel de l'Europe à Toulouse. Et quand on est arrivé dans cette chambre, il y avait notre copine, Lynn, prostituée elle aussi à l'époque, et un garçon, Patrice Allègre, qui était en train de la frapper. Il lui donnait des coups de pied, il lui donnait des coups de poing. C'était une scène d'une grande violence. Il était dans un état d'excitation incroyable, il était comme fou, dit Patricia aux gendarmes. Et il a fini par étrangler Lynn dans cette chambre d'hôtel. Le souteneur était là, le souteneur qui était armé et qui a dit aux 2 filles, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez compris maintenant, on n'est pas des rigolos. En fait, Patricia vient de dénoncer Allègre. Elle vient d'assister à un meurtre, elle le dénonce auprès des enquêteurs et elle va dire d'autres choses sur Allègre. Elle va dire qu'il est l'homme de main du milieu. C'est lui qui se charge d'essayer physiquement, sexuellement les filles avant qu'on les mette sur le trottoir. Elle explique qu'il est protégé et que Lynn voulait dénoncer les protections dont bénéficiait Patrice Allègre, qui, selon Patricia, c'est Lynn qui lui aurait dit, remettait des enveloppes d'argent aux policiers. Et c'est pour ça que Lynn est morte. C'est parce qu'elle s'apprêtait à parler. C'est des déclarations extrêmement graves et qui ne vont pas rester en fait secrètes bien longtemps, c'est ça? Les journalistes qui travaillent vraiment sur cette affaire vont dénicher ces infos dans les procès-verbaux et ça va fuiter, ça va sortir dans la presse. Y aurait-il un autre Patrice Allègre, cette fois-ci homme de main dans le milieu de la prostitution toulousaine? Pour qui Allègre travaillait-il? Qui l'a protégé? Allègre, un tueur sous protection policière. La presse se jette sur une affaire qui promet des rebondissements extraordinaires. Il y avait des fuites organisées à partir de la cellule homicide 31, relayées à un certain moment au niveau du parquet et au niveau de l'instruction. On sentait très bien que les journalistes avaient en main les procès-verbaux, la signature n'étant pas encore sèche. La chasse commence. Les journalistes traquent les prostituées pour obtenir leur confession. La première qui parle, c'est Patricia. Son avocate organise des interviews à la chaîne dans son bureau. Dans la police, il y avait des personnes, certaines personnes qui étaient impliquées, qui pourraient protéger Patrice. Patricia est relativement claire et elle décrit le monde de la nuit toulousaine, le monde de la prostitution. Quand elle parle de Patrice Allègre, il est clair qu'elle n'a pas inventé et qu'elle le connaît. Donc tout ça, c'est plutôt crédible, quoi. Les filles du trottoir sont interrogées. 2 d'entre elles osent parler et accusent. Patrice Allègre, disent-elles, était protégé par des policiers et des juges, car il était au cœur d'un drôle de système. Puis Patrice, il a eu le déclic de monter un truc, un réseau de sadomasochisme dans la prostitution. Dans ces parties sadomaso, des gens de la haute société laisseraient libre cours à une violence extrême, à des actes barbares aux pires perversions sexuelles. Il y aurait même des jeunes filles. Le procureur Bréard a ouvert une information judiciaire pour proxénétisme en bande organisée, viol, actes de torture et de barbarie. Ces prostituées deviennent des sortes de champions de l'accusation. Leur parole est sacrée et l'on assiste à cette espèce de farandole médiatique qui va faire que l'affaire Allègre, petit à petit, va être l'affaire d'un certain nombre de notables. Les prostituées ne s'arrêtent pas là. Ces soirées sadomaso seraient fréquentées par les personnes les plus influentes de Toulouse et même de France. Les clients de ces parties emmenés par Patrice Allègre étaient, affirme-t-elle, de hauts magistrats et des hommes politiques connus. De temps en temps, il m'a mené certaines personnes politiques. Évidemment, il y a des noms qui circulent, des noms d'hommes politiques. Et là, tout à coup, évidemment, la ville se met à bruisser parce que le nom de l'ancien maire est prononcé. Dominique Baudis, ancien présentateur vedette de journaux télévisés, a été maire de Toulouse, puis député dans les années 90. Quand l'affaire des notables éclate,
Cela fait 3 ans qu'il a été nommé par Jacques Chirac, président du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est cet homme d'État que les prostituées accusent. Selon elles, Dominique Baudis participait aux soirées sadomaso sous le pseudo de Nénette. Il les aurait violées et il aurait même commandité des meurtres de femmes. Et le bruit commence à courir en ville, la rumeur enfle. Du coup, Dominique Baudis prend les devants et c'est un homme bouleversé, ruisselant de sueur, qui se présente devant les caméras de télévision. Face à une calomnie comme celle-là, il ne faut pas faire le gros dos, faire la sourde oreille, faire semblant de ne pas entendre. Au contraire, la calomnie, je vais l'affronter face à face, les yeux dans les yeux, et je vais la prendre à la gorge. Évidemment, pour répondre à votre question, je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, fréquenté Patrice Allègre. Vous ne le connaissiez pas, pas du tout. Fréquenté les proxénètes, ni participé ou organisé des soirées barbares. C'est faux de A jusqu'à Z et on s'en apercevra vite. Mais je ne voulais pas que la rumeur se propage partout et c'est la raison pour laquelle, alors que rien ne m'y obligeait, j'ai pris moi-même la décision de rendre publique cette déclaration et je vous ai demandé de bien vouloir, je vous en remercie, me recevoir dans votre journal pour pouvoir m'expliquer devant les téléspectateurs. Et après Dominique Baudis, la rumeur éclabousse d'autres notables. Nouveau rebondissement dans l'affaire Allègre à Toulouse. C'est maintenant le procureur général qui révèle qu'il est mis en cause. La justice est donc dans une position intenable. À chaque jour, sa révélation dans cette affaire. Ce matin, c'est un 3e magistrat qui annonce publiquement à son tour donc qu'il est mis en cause dans le dossier. Il s'agit du substitut général de Toulouse. Tous les jours amènent un lot de rebondissements, des révélations, puisque là tout le monde parle. Les journalistes dénichent un témoin qui va encore plus loin que les prostituées. C'est un travesti surnommé Jamel. Jamel a été amené ce matin à La Rochelle. Les gendarmes veulent fouiller cette maison avec lui. Il affirme en effet y avoir caché en 99 les preuves photographiques des parties sadomasochistes qui auraient mêlé magistrats, politiques, policiers et voyous. C'est terrible parce qu'il y a une chasse au scoop un peu forcenée qui s'engage entre TF1 et France 2 à l'époque. Les gendarmes sont arrivés avec une pelleteuse. Jamel, le travesti, leur a affirmé qu'une pellicule de photos qui aurait été prise durant les soirées sadomasochistes serait cachée là. Les gendarmes n'y croient pas beaucoup, mais ils ont décidé de tout vérifier. Pour l'instant, ils ont acquis la certitude que des soirées sadomasochistes se sont bien déroulées à Toulouse et dans les environs. Et chacun essaye d'avoir la petite info en plus qui va faire avancer le schmilblick. On ne sait pas trop vers quoi, mais on y va. Et cette fois, Jamel est allé encore plus loin. Dans l'une de ces soirées, a-t-il affirmé, il y a vu Marion, cette petite fille de 10 ans, disparue à Agen depuis novembre 96, et que la France entière a cherché des mois durant. Comment vous pouvez être sûr de ça? J'ai vu sa tête. Je lui ai parlé. De révélation en révélation, on en oublie Patrice Allègre. On ne parle pratiquement plus de lui puisque les centres d'intérêt médiatique se portent sur des noms plus retentissants et je crois qu'il en prend ombrage et que dans sa démarche, il veut reprendre la main d'une manière ou d'une autre. Pour Allègre, ce n'est pas très compliqué de revenir sur le devant de la scène. Après avoir avoué, puis nié, il change encore de version. L'affaire Patrice Allègre a donc connu un nouveau rebondissement avec les déclarations du tueur en série devant le juge. Il a reconnu avoir commis 2 nouveaux meurtres. Le meurtre de Lynn Galbardi, finalement c'est lui. Le travesti égorgé près de la gare, c'est lui aussi. Ce meurtre était commandité par Dominique Baudis pour supprimer un témoin gênant qui conservait les cassettes vidéo des parties sadomaso. Tout était couvert par des policiers et des magistrats ripoux. Francis Piner, vous étiez l'avocat de Dominique Baudis. Votre client a décidé de rendre publique la rumeur en intervenant en direct sur TF1. Est-ce que c'était le bon choix selon vous?
Dominique Baudis me dit, alors que je suis réticent à cette intervention, il me dit, mon nom va sortir dans 2-3 jours, qu'est-ce que je dirais à ce moment-là? Que j'ai confiance dans la justice de mon pays, que ceci, que cela, je vais prendre la calomnie à la gorge. Et je crois qu'il a bien fait. Alors je sais tout ce qu'on a dit sur le fait qu'il était en sueur, qu'il avait l'air ému. Oui, parce qu'en fait, cette sueur, les gens y ont vu une preuve de sa culpabilité. Hein. Ceux qui voulaient voir une preuve de sa culpabilité l'ont vu, les autres y ont vu l'émotion d'un homme, mais en tout état de cause, il est celui qui a porté le fer dans la plaie. Et donc il n'a pas été la victime de la rumeur, il a été celui qui a dénoncé la rumeur, et en ce sens, il a eu raison. Après cette intervention, vous vous retrouvez dans un déballage médiatique incroyable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde s'est lâché. Le Monde s'y est mis d'ailleurs. Le journal Le Monde a été ignoble, abject. Il y a eu aussi une espèce de conflit, en tout cas de concurrence, entre TF1 et France 2. Écoutez, à l'époque, France 2... une journaliste, dont je n'oublierai jamais le nom, entend le travesti de Jamel, il lui raconte des histoires délirantes. J'ai assisté à des orgies où il y avait Jacques Chirac, Tony Blair, Nicolas Sarkozy. Et puis ensuite, imperturbablement, elle va diffuser le témoignage, entre guillemets, de Jamel. Ça a été à qui serait le premier dans le prix d'ignominie et d'infamie. Et le premier, c'est Carl Zéro, qui a une émission sur Canal+, qui s'appelle Le Vrai Journal, et qui lit à l'antenne une lettre que lui aurait envoyée Patrice Allègre. Cette lettre, c'est une manipulation. Qui l'a organisée, on ne sait pas. Qu'est-ce que dit Allègre dans Allègre dit en gros, oui, Dominique Baudis a participé à ces nuits barbares avec les prostituées, oui, on y consommait de la drogue, oui, on s'y livrait à des violences. Et puis ensuite, plus loin, l'accusation à la fois intéressante, parce que là, elle permet à nouveau de raccrocher un dossier, c'est il y avait au cours de ces soirées un travesti, Martinez. Martinez prenait des photos. Martinez a été tué parce qu'il pouvait faire chanter les gens avec les photos, sous-entendu les notables. Donc c'est l'idée qu'un crime a été commis, que Dominique Baudis aurait eu intérêt à ce crime pour couvrir ses turpitudes. Donc c'est des accusations à la fois précises et indirectes, et évidemment totalement mensongères. Quelques jours avant que Dominique Baudis ne s'explique aux 20h de TF1, des dissensions sont apparues au sein de la section de recherche de Toulouse. Certains gendarmes ont commencé à avoir des doutes sur les méthodes de travail de l'adjudant Roussel. Le juge en charge du volet de proxénétisme aggravé, ce qu'on a appelé l'affaire des notables, demande donc à une autre équipe de gendarmes de vérifier les accusations des prostituées. Ce sera l'ultime rebondissement de ce dossier judiciaire, ou plutôt l'explosion de l'affaire Allègre. Dans cette voiture de police qui fonce vers la maison d'arrêt de Seyss, il y a Jamel, le faux témoin. Jamel, 23 ans, qui pendant 48 heures a abusé journalistes, enquêteurs et justice en se faisant passer pour une victime du fameux réseau sadomasochiste. Samedi dernier, dans cette maison de La Rochelle, 2 enquêteurs de la cellule homicide 31 ont cherché les preuves que Jamel assurait y avoir cachées. Rien. À Toulouse, d'autres gendarmes ont creusé les bords de la Garonne. Là encore, rien. Les gendarmes n'ont eu aucun mal à faire craquer Jamel. Jamel qui prétendait être le fils caché de Michael Jackson. Il a été l'amant de tout le monde. Tout le monde l'a violé. Tout le monde lui a fait des cadeaux. Monsieur Sarkozy y est, Monsieur Douste-Blazy y est. Je sais pas quels sont les comédiens qui y sont aussi, mais on a une espèce de galerie de portraits ahurissante. Comment ce Jamel, inconnu des enquêteurs il y a encore 4 jours, a-t-il été soudainement bombardé à la une ? C'est le point d'orgue, si j'ose dire, de la dérive médiatique. Alors là, c'est... Comme Fanny et Patricia commençaient à se rendre compte qu'il y avait des vérifications en cours, que certains ne croyaient plus tellement à ce qu'elles disaient, elles ont essayé de renforcer leur position en manipulant ce Jamel. Parmi ceux qui doutaient des prostituées, Patrick Mouret et son équipe d'enquêteurs. Ils relèvent beaucoup d'incohérences. Les procès-verbaux manquent de détails, manquent de précision. Ils amènent des noms, surtout des noms, des pratiques.
Quant aux soi-disant orgie avec les magistrats, elle prétendait que ça se passait au palais de justice, dans les bureaux des magistrats, en plein jour. Elle parle de policiers qui sont en faction devant les portes. On se croirait dans un autre monde, mais c'est écrit. Enfin bon, c'était pas crédible une seconde, malheureusement. L'adjudant Roussel qui menait l'enquête de gendarmerie, et puis certains collègues du parquet ont suivi. L'enquête de l'adjudant Roussel serait bancale. Par exemple, Fanny a accusé de viol des magistrats qu'elle a désignés sur un album photo trop récent. On leur présente l'annuaire du palais de justice de l'année 2003, alors qu'il s'agit d'une enquête portant sur des faits antérieurs à janvier 1992. Et sur cet annuaire de 2003, elle désigne très naturellement la première page des magistrats de la cour d'appel. Alors le premier, c'est le procureur général, et puis après, pof. Plus les auditions passent, plus elle amène des noms. Et j'avais recensé à un certain moment qu'elle avait mis 25 noms de magistrats, hommes et femmes. La première chose qu'aurait dû faire Roussel, et qu'aurait pu faire aussi le parquet, c'est de vérifier si les magistrats qui étaient dénoncés étaient bien en fonction à Toulouse à l'époque des faits. Or, 3 n'étaient pas en fonction à l'époque. L'un était à Clermont-Ferrand, l'autre je ne sais plus où, moi j'étais à Agen à l'époque. Patrick Mouret et ses hommes travaillent aussi sur la personnalité et le passé des filles. Fanny a un frère que nous avons entendu et qui est tombé des nues quand il a appris ce que sa sœur révélait. L'un de ses enfants serait le fils du substitut du procureur, ce magistrat dont elle avait dessiné le portrait à l'adjudant Roussel, avec la notation « Personne m'ayant fait beaucoup de mal ». Et la vérité a été que l'enfant de la prostituée n'était pas du tout le fils de ce magistrat-là. Le test ADN était négatif. Et elle avait déjà tenté d'essayer d'attribuer la paternité de cet enfant à un militaire qu'elle faisait chanter. Donc tout ce qu'elle avait dit et qui était vérifiable s'est révélé mensonger. Mais comment l'adjudant Roussel a-t-il pu passer à côté des incohérences des prostituées ? Il entendait des fois les prostituées dans sa voiture, sur un parking, et il n'a jamais essayé de contrôler ce qu'elle pouvait dire. Il enregistrait au kilomètre. Ça n'a jamais été ça, le travail d'un officier de police judiciaire. Il est là pour recevoir des dépositions, mais aussi pour les critiquer, les vérifier, mettre les gens devant leurs contradictions, devant leurs mensonges apparents, etc. Bon, il n'est pas là pour... C'est pas une machine enregistreuse, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas besoin d'officier de police judiciaire. On prend un magnétophone et ça suffit. Tout ce que Fanny, Patricia et Jamel ont raconté est donc faux. Quant à Patrice Allègre, après avoir nié puis avoué, il fait lui aussi marche arrière. 3 semaines après ses aveux, il se rétracte. J'ai dit tout ça parce que il m'a été promis des avantages financiers ou en nature, un scooter notamment pour l'anniversaire de ma fille, etc. Et j'ai donc craqué. Patrice Allègre aurait parlé en échange de cadeaux de la production de l'émission de Carl Zéro. Après 5 mois de tempête médiatique, l'affaire des notables s'écroule. Fanny est confrontée à Dominique Baudis. Elle lâche une nouvelle version. Fanny a un rendez-vous judiciaire déterminant. Elle va être confrontée à Dominique Baudis. C'était la première fois de ma vie que je la voyais. Elle a déclaré devant le juge que elle aussi, c'était la première fois de sa vie qu'elle me voyait. Elle a confirmé devant le juge qu'elle ne m'avait jamais rencontré et que par conséquent,
tout ce qu'elle a pu dire sur mon compte depuis des mois n'était que mensonge. Michel Roussel, l'affaire des notables s'est dégonflée et tout le monde vous tombe dessus. Oui, c'est normal, je suis directeur d'enquête, donc je suis passé effectivement d'un super enquêteur, ce que je n'ai jamais considéré être, la phase 1, je dirais, au pire des enquêteurs dans la phase 2, subitement. Et le plus surprenant, c'est que je n'ai jamais modifié ma manière de travailler. La seule chose qui est changée entre la phase 1 et la phase 2, c'est les gens qui étaient cités. Les ex-prostituées ont beaucoup varié dans leurs déclarations. Ah oui. Qu'est-ce qui vous faisait croire qu'elles disaient la vérité? Rien. La croyance, pour moi, ça relève du dimanche matin à l'église, éventuellement pour ceux qui le souhaitent, mais c'est pas du travail d'enquêteur. Donc nous n'avons jamais cru ou pas cru les témoins. Ce qui a été dit devant des OPJ, et pas seulement moi, a été confirmé devant les magistrats, devant des experts psychiatres, pour voir si elles étaient effectivement crédibles et si c'était pas délirante ou quoi que ce soit. Parce que vous n'avez pas manqué de recul? Si. Ah si. 6 enquêteurs, 26 dossiers de meurtre, 3 téléphones portables qui sonnent partout, la pression de partout. Où voulez-vous que je trouve le recul? On fait face, objectivement. Vous n'êtes pas laissé griser par l'importance de l'affaire? Griser, jamais. Je l'ai subi. D'anciens collègues ont quand même critiqué vos méthodes de travail, celle de la cellule homicide 31. Oui. On a bien fouillé sur ma personne pour vérifier si j'avais manipulé, été manipulé, enfin bref, tout a été fait. Voilà. Il y a des jugements qui stipulent le fait que j'ai travaillé conformément aux règles de droit, avec l'aval de toute la magistrature. C'est écrit. J'ai été directeur d'enquête pendant 3 ans. En 3 ans, nous avons produit, entre guillemets, 6 mises en examen de Patrice Allègre. 6 mises en examen qui étaient validées par l'instruction, le parquet général, puisque une nouvelle session d'assises était à l'audiencement. Enfin, il y a eu des non-lieux à la fin. Ah, il y a eu des non-lieux, oui. Comment des magistrats validant 6 dossiers peuvent soudainement, sans que ces dossiers ne soient modifiés, considérer le lundi audiencement, le mardi non-lieu? C'est ce qui me révolte, c'est ce qui me fait être en face de vous aujourd'hui. C'est un déni de justice, pour dire les choses. Et aujourd'hui, comment analysez-vous ce deuxième dossier de l'affaire Allègre? Il reste encore aujourd'hui la nécessité d'élucider ces meurtres. Les prescriptions sur les dossiers que nous avons réouverts sont en train de tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, on l'en parle, les prescriptions tombent. Pourquoi, en France, un meurtre, au bout de 10 ans, ça s'évaporerait et donc laisser les criminels... Parce qu'Allègre est en prison, on est d'accord, il en sortira. Mais un meurtre non solutionné, c'est un criminel dans les rues. Maître Spinner, pourquoi les prostituées ont-elles menti? Vous savez, une affaire ne naît pas totalement d'une manière aberrante. Il est vrai qu'à Toulouse, un certain nombre de dossiers ont été traités d'une manière hallucinante. Des meurtres classés en suicide, des affaires qui finalement ne sont pas suivies. Combien, j'en sais rien. Et à cause de quoi? En tout cas... Comment on explique ça? La paresse. L'incompétence? La négligence, l'incompétence. Et donc, à partir de ce moment-là, l'enquêteur ébauche une théorie. Pourquoi la police est-elle aussi négligente? Ce n'est pas de la négligence, c'est délibéré. Mais pour que des juges protègent des policiers qui étouffent des affaires de mœurs, c'est qu'ils se sentent protégés par le pouvoir politique, donc il y a des politiques. Et ce discours, la prostituée le comprend. Et à ce moment-là, on désigne qui? Les maires. Comme elle a habité à Pau et à Toulouse, elle désigne le maire de Pau, elle désigne le maire de Toulouse. Est-ce que Patricia n'avait pas quand même un intérêt à mentir? Est-ce qu'elle avait un intérêt personnel? Elle peut penser, mais elle seule le sait, qu'elle risque d'être en position de suspicion et que finalement il vaut mieux détourner les soupçons et dire ce qu'elle pressent que les enquêteurs peuvent avoir envie d'entendre. L'adjudant Roussel n'y aurait vu que du feu, en fait. Je ne dirai rien sur l'adjudant Roussel, c'est la manière la plus charitable que je puisse avoir à son égard. Dominique Baudis sera finalement totalement blanchi. Oui. Il sera totalement blanchi comme les magistrats mis en cause, mais ce qu'il a vécu ne s'efface pas par une ordonnance de non-lieu. Mais vous avez toujours la rumeur et vous avez toujours la blessure. Ça a failli broyer un homme. Et vous savez, il faut beaucoup de courage pour résister à ça, pour un homme et pour sa famille. Et Dominique Baudis, là aussi, a eu la chance d'avoir autour de lui une famille exemplaire.
À Toulouse, l'ombre de Patrice Allègre plane toujours. Le travail d'homicide 31 a permis de rouvrir une douzaine d'affaires où la médecine légale et la justice ont été défaillantes. Pour 6 d'entre elles, Patrice Allègre a été mise en examen. Mais dans ces 6 dossiers, il y a eu 6 non-lieux. Pour la justice, ce n'est donc pas lui. Aujourd'hui, ces crimes ne sont toujours pas élucidés. Les dossiers croupissent. Ça laisse un peu un goût amer parce qu'on a l'impression qu'il y a un tourbillon médiatique qui a tout emporté. La fin des fins, c'est qu'il convenait de circuler, qu'il n'y avait plus rien à voir et qu'il fallait effacer cette période. Je ne suis pas d'accord parce que personne n'a tiré les leçons de ces années de sang où l'on s'est aperçu qu'il existait des énigmes qui n'ont jamais été résolues. Des femmes tuées dans les années 90, dont les familles ne connaissent toujours pas le meurtrier. Comme Lynn Galbardi. L'affaire a été étouffée au point d'intersection de ces 2 erreurs. La première, c'est de dire il y a tout, c'est un bordel sans nom, tout le monde est coupable. Et la deuxième, c'est de dire il n'y a rien. Et au milieu, il y a quelque chose. Et ça, on ne le saura jamais. Une association Stop à l'oubli regroupe une dizaine de familles qui se battent pour que les dossiers de meurtres non élucidés dans les années 90 ne soient pas refermés. Patrice Allègre, lui, a donc été condamné pour avoir violé 6 femmes et tué 5 d'entre elles. La seule qu'il ait épargnée, Émilie, s'est donné la mort quelques années plus tard. Quant à Dominique Baudis, un hommage national lui a été rendu après son décès en avril 2014.